de 10h10 à 11h sur la radio. 10h10 partout au Sénégal. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est RFM que vous suivez en direct de Dakar. Remue-ménage qui s'installe pour 50 minutes de débat et d'échange autour des grandes actualités de la semaine. À la technique, Hassan Diouf, au micro, Mohamed Ali Mouba. Depuis des décennies, notre Conseil constitutionnel a adopté une position de retenue, préférence à se déclarer plutôt incompétent face aux grandes décisions politiques. Mais depuis l'année dernière, on dira, il s'affirme de plus en plus comme un véritable contre-pouvoir. Il a refusé de reporter la dernière présidentielle, la présidentielle 2024, et aujourd'hui, il censure la loi interprétative de l'amnistie. Ce tournant institutionnel est au cœur de notre débat ce matin. Pour décrypter avec nous ce matin cette décision historique du Conseil et ses conséquences, nous recevons deux spécialistes du droit et de la vie institutionnelle sénégalaise. D'abord, Moustapha Fall, juriste, spécialiste du droit public et des institutions politiques. Son regard nous aidera bien sûr à comprendre en profondeur les implications juridiques du rejet de la loi interprétative. Bonjour, professeur. Oui, bonjour Alibou. Bonjour également Maître Djibi. C'est un plaisir de répondre à votre invitation. À ses côtés, Maître Djibi Diallo, avocat au barreau de Dakar, fin connaisseur du droit. Avec lui, nous allons évidemment commenter cette décision du Conseil constitutionnel et voir comment elle pourrait redessiner les équilibres entre donc le droit et la politique. Docteur, Maître Diallo plutôt, Djibi Diallo, pourquoi le Conseil constitutionnel a censuré la loi interprétative? Sur quel fondement précis ce Conseil a-t-il jugé l'article 1 de la loi comme contraire à la Constitution du Sénégal? Je vous remercie, Alimou. Je salue également le professeur. Et en toute humilité, je vais plus profiter de ces lumières en tant que spécialiste du droit public. Donc, pour répondre à la question que vous m'avez posée, je vais directement, n'est-ce pas, lire, n'est-ce pas, le dispositif, le motif. Très rapidement, si vous pouvez résumer pour que nos auditeurs puissent comprendre. Je vais résumer, parce que pour censurer la loi, il faut aller à l'article 20, le considérant numéro 21 et le considérant numéro 24. D'abord, parce que dans le considérant numéro 24, le Conseil constitutionnel dit qu'en mettant hors du champ d'application de la loi portant amnistie les faits se rapportant à des manifestations ayant une motivation politique, lorsque ces faits sont liés à l'exercice d'une liberté publique. Donc, en français simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a eu une volonté par le législateur de restreindre le champ d'application de la loi d'amnistie. Le législateur, c'est Amadouba. Non, c'est pas Amadouba. C'est qui? Moi, je préfère avoir un langage républicain. Le législateur, l'Assemblée. C'est l'Assemblée nationale. Parce que quand une loi est votée par la majorité, on considère que c'est une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale. Donc, en disant que les faits se rapportant à des manifestations, lorsque ces faits, n'est-ce pas, consistent en l'exercice d'une liberté publique ou d'un droit démocratique, donc, ces faits ne pouvaient pas entrer dans le champ d'application de la loi pénale, de la loi d'amnistie. Donc le Conseil constitutionnel va à l'article, au considérant numéro 30, préciser que certains faits, n'est-ce pas, notamment, il dit, le législateur ne saurait par une loi interprétative ni faire obstacle à la répression de crimes imprescriptibles, ni priver de leur portée les principes relatifs à la sauvegarde de la dignité humaine. J'ai entendu beaucoup de gens dire que se fonder sur cet article pour dire que le Conseil constitutionnel leur a donné raison. En réalité,
Ça a commencé par Amadouba qui a porté cette loi. Voilà. Ça, c'était le premier élément de la phrase, de l'argumentation du Conseil constitutionnel. Mais le second élément, c'est-à-dire le considérant numéro 31, précise que les faits tenus pour criminels d'après les règles du droit international, notamment l'assassinat, le meurtre, le crime de torture, les actes de barbarie, les traitements inhumains, cruels, dégradants, sont inclus dans le champ de l'amnistie, incluant ainsi dans le champ d'application de la loi portant amnistie des faits imprescriptibles. Vous voyez. Donc, le Conseil constitutionnel considère, au regard de l'attendu que je venais de citer tout à l'heure, il voulait exclure ces faits-là, le législateur voulait exclure les faits que je viens de citer, c'est-à-dire la torture, les actes dégradants, etc., du champ d'application de la loi, lorsque, n'est-ce pas, ces faits avaient trait à l'exercice d'une liberté démocratique ou d'une liberté publique. Vous voyez. Donc, le Conseil constitutionnel considère que, en procédant ainsi, n'est-ce pas, ils ont non seulement modifié la loi d'amnistie initiale, mais également, ils ont violé la Constitution. Et il y a un deuxième argument qui est le principe de la non-réactivité de la loi. Le Conseil constitutionnel l'a rappelé. Rétroactivité. Le principe de la non-rétroactivité de la loi nouvelle. Très bien. Le Conseil constitutionnel l'a rappelé en des termes solennels, en précisant que, notamment, cette loi était une loi sévère et qu'en matière pénale, les lois pénales sévères ne peuvent pas avoir d'application rétroactive. Très bien. Merci, Maître Djibi Diallo. Vous venez donc de nous expliquer un peu les fondements précis sur lesquels s'est basé le Conseil pour peut-être prendre cette décision. Alors, je me tourne du côté du professeur Fall. En quoi l'inclusion des faits imprescriptibles est-elle inacceptable juridiquement pour le Conseil constitutionnel? Merci beaucoup, Alimou. Bon, je devrais dire peut-être, je ne suis pas encore professeur au sens des grades universitaires, je suis maître de conférences assimilées. Alors, votre question, elle est très intéressante, mais il faut quand même revenir sur, de mon point de vue, l'ambiance de cette décision. Vous avez vu les réactions par rapport au public, mais je pense qu'il faut partir du postulat de base. Le Conseil constitutionnel étant la juridiction compétente en matière de contrôle de constitutionnalité des lois. C'est pourquoi d'ailleurs, quand des moyens ont été invoqués, allant dans le sens de dire que le Conseil serait incompétent, le Conseil a rappelé juste que la compétence générale, c'est que le Conseil peut contrôler toutes sortes de lois. Alors il va sans dire que cette décision est une décision qui rappelle un certain nombre de principes essentiels. Et quand on revient maintenant sur les considérants du Conseil constitutionnel, le Conseil a opéré dans la technique du raisonnement ce qu'on peut qualifier une sorte de chirurgie. Pourquoi une sorte de chirurgie? Parce que le Conseil a considéré qu'en vérité, on ne peut pas inclure, nous exclure dans le sens de l'amnistie. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que l'amnistie dont il s'agit, si vous revenez un peu sur la version de la loi 2024, en réalité la formulation sont amnistiés de plein droit tous les faits susceptibles de revêtir la qualification criminelle et délictuelle commis dans la période indiquée entre 1er février 2021 et février 24. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que l'amnistie vise les faits, et ça c'est extrêmement important de le rappeler. L'amnistie est in rem et non personam. Et c'est pour cela d'ailleurs il est important, comme le dit le Conseil, d'invoquer, j'allais dire de montrer que l'application de l'article 9 de la Constitution est sans appel. C'est-à-dire, il y a un principe connu en droit international, c'est le principe de l'imprescriptibilité des crimes de droit international. Et ces crimes de droit international... Vous pouvez les rappeler très rapidement pour la clarté du débat? J'en viens, on les qualifie des crimes de masse, des crimes qui touchent l'ensemble de la communauté internationale.
qui défient l'entendement et même choqueraient la conscience collective. Et ces crimes sont les crimes de guerre, crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes d'agression. Mais après, chaque catégorie de crimes fait l'objet d'une définition si vous prenez le statut de Rome. C'est pourquoi le Conseil a rappelé que dans notre droit constitutionnel, la Constitution, depuis 2008, a intégré justement ces crimes de droit international par rapport à la possibilité de ne pas les soumettre à un champ d'application d'une quelconque loi d'amnistie. Ce qui est quand même une tendance, on va dire, internationale, parce que le débat sur l'admissibilité des lois d'amnistie par rapport aux règles du droit international s'est posé. C'est pourquoi vous verrez que, même du point de vue de la jurisprudence, il y a quelques appréciations différenciées. On considère que le pouvoir pour les États d'amnistier des faits est un droit qui leur est reconnu. Pour autant, ces États ne doivent pas justement porter atteinte à ce qu'on appelle les règles du droit international qui protègent justement la personne humaine quand il s'agit justement des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le Conseil, en rappelant cette disposition, montre effectivement qu'on ne peut pas inclure dans le champ de l'amnistie des faits susceptibles d'être qualifiés de ces catégories de crimes. Mais également, le Conseil a rappelé qu'on ne peut pas aussi exclure du champ de l'amnistie des faits que le législateur, version 2024, avait voulu déjà amnistier. C'est pourquoi il est important de comprendre qu'en vérité, la décision du Conseil constitutionnel, ce n'est pas forcément une décision qu'on peut qualifier de novatrice en réalité, parce que le Conseil a juste rappelé l'état du droit. Parce que dans la technique du raisonnement, les moyens qui ont été invoqués, le Conseil les a examinés pour arriver... Le Conseil s'est souvent senti incompétent. Et là, on a entendu des réactions. Beaucoup ont pensé que finalement, le juge est en train de saisir le politique par le droit. Oui, nous avons connu... C'est pas nouveau ? Alors, nous avons connu effectivement ce qu'on appelle les tribulations de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, parce que pendant longtemps, effectivement, sur beaucoup de questions, le Conseil s'est déclaré incompétent. D'ailleurs, même dans l'opinion, pendant longtemps, le Conseil avait une réputation justement de ne pas assumer forcément les fonctions qui lui étaient dévolues. Mais il fallait comprendre, parce que le Conseil a toujours invoqué l'idée que ces compétences sont des compétences d'attribution. Justement, sur ce point-là, qu'est-ce qui s'est passé pour que les magistrats se rebiffent? Alors, au niveau international, je dois dire même africain, il y a une tendance globale de montée en puissance des juges constitutionnels. La justice constitutionnelle aujourd'hui est devenue une sorte de rempart contre justement l'arbitraire de la puissance publique. C'est pourquoi le Conseil, également, s'inscrivant dans cette dynamique, s'est arrosé de ce pouvoir de régulation dont il a évoqué lorsqu'il s'agit justement de garantir l'intérêt général, de stabiliser les institutions. C'est pourquoi aujourd'hui, le Conseil constitutionnel assume cette mission de régulation des pouvoirs publics, mais qui va dans le sens aujourd'hui de réguler du point de vue juridique, mais de réguler aussi du point de vue de l'équilibre institutionnel, mais surtout aussi de protéger les droits fondamentaux. C'est pourquoi il est important aujourd'hui de renforcer davantage cette justice constitutionnelle, parce qu'aujourd'hui, l'on s'est rendu compte que, quelle que soit l'option retenue quand il s'agit d'élaborer... constitutionnel de conseil, oui. Oui, l'idée même, c'est que ce soit conseil ou cour constitutionnel, l'enjeu c'est plus l'exercice de ses prérogatives quand il s'agit de protéger la Constitution. Parce que pendant longtemps, le modèle kelsénien de la justice constitutionnelle, c'était de garantir la suprématie. Mais aujourd'hui, l'intervention du juge constitutionnel permet d'assurer ce qu'on appelle la construction de la démocratie, la protection de la démocratie. Et maintenant, on peut effectivement le reprocher parfois certains errements, mais dans la pratique constitutionnelle, il est quand même louable de constater que le juge essaye justement... non pas de réécrire la norme, mais essayer d'aller dans le sens de garantir l'intégrité de la Constitution lorsque justement des actes peuvent porter atteinte. Très bien, on va revenir à vous tout à l'heure. Maître Djibi Diallo, question pour vous. Certains affirment que le texte voté par l'Assemblée nationale, la loi interprétative de la loi d'amnistie, était taillé sur mesure pour protéger les proches du pouvoir. Est-ce juridiquement perceptible dans l'écriture du texte? Bon, le texte, moi, je ne l'ai pas lu. Le texte qui a été voté à l'Assemblée, personnellement, je ne l'ai pas lu, en toute humilité. Mais au regard de la décision du Conseil constitutionnel,
on a l'impression qu'effectivement, ce texte était taillé sur mesure. Parce que le Conseil constitutionnel considère que ce texte voulait exclure du champ d'application de la loi, n'est-ce pas, certains faits. Parce que la technique qui a été utilisée, c'est de dire que lorsque des faits délictueux ou criminels ont trait à l'exercice d'une liberté publique ou d'un droit démocratique, ces faits ne pouvaient pas être poursuivis. Vous voyez, le Conseil constitutionnel a rappelé solennellement pour dire que ces faits peuvent être poursuivis de quelque bord que ce soit, d'abord, et en disant également de quelque bord que ça puisse être, lorsque ces faits revêtent le caractère de crime imprescriptible, comme vient de le dire le professeur, ces faits ne sont pas amnistiés. Or, dans ce que j'ai compris dans la décision du Conseil constitutionnel, il y avait une volonté d'exclure ces faits imprescriptibles lorsqu'ils étaient liés, n'est-ce pas, à l'exercice d'une liberté publique ou d'un droit démocratique. Qui exerçait une liberté publique selon eux et qui exerçait un droit démocratique, c'était les manifestants. Donc c'était une loi, comme vous dites, taillée sur mesure, qui visait, n'est-ce pas, à attaquer l'autre camp. L'autre camp, c'était qui? Bon, moi, j'aime pas souvent parler des forces de l'ordre parce que les forces de l'ordre sont protégées par leur statut. Ils ont un statut spécial. Mais ceux qu'ils appellent les nervis, qui étaient là peut-être pour aider les forces de l'ordre dans le rétablissement de l'ordre public, donc c'est contre ces gens-là, certainement, que cette loi était dirigée. Je voudrais rebondir pour dire l'importance, n'est-ce pas, des magistrats et l'importance du Conseil constitutionnel, surtout dans les régimes parlementaires de notre genre. Vous savez, il y a deux sortes de régimes. Il y a ce qu'on appelle les régimes présidentiels, où il y a une séparation rigide des pouvoirs, et les régimes parlementaires, où il y a une séparation souple des pouvoirs. Et ça, je parle sous le contrôle du professeur. Mais par le jeu de la majorité, on peut aboutir à une confusion des pouvoirs entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Parce que lorsque le pouvoir exécutif a une majorité au Parlement, ils ont tendance à faire passer tout ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça que le régime sénégalais et le régime français sont qualifiés de monarchie républicaine. Parce qu'on a un président de la République tout puissant qui a à la limite les pouvoirs d'un roi avec son gouvernement, même si on dit que le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale, mais l'Assemblée nationale n'engage jamais la responsabilité du gouvernement parce que simplement, c'est le système majoritaire qui fait obstacle à cela. Donc, dans des cas comme ça, il est important que le juge, le magistrat, le Conseil constitutionnel, n'est-ce pas, puisse être là pour censurer des lois qui ont tendance à revêtir le caractère de loi dictatoriale. Alors, donc, professeur Fall, la suite, la loi a été censurée. On a vu le professeur Maïssa Diakhaté, un juriste lui aussi éminent. Il a produit un article pour, en tout cas, expliquer un peu la portée de la décision du Conseil. Il dit l'enjeu de cette décision, c'est de savoir qui disposait des moyens répressifs pour commettre d'aussi graves violations. Il parle des assassinats, les meurtres, les crimes de torture, les actes de barbarie et de traitements inhumains et dégradants, etc. La réponse des tribunaux, il dit, la réponse des tribunaux compétents est attendue à ce sujet. La suite, ça va être quoi? Et on s'attend à ce que ça soit plus compliqué, ou alors vous pensez que on va tourner la page? Alors il faut, en tout cas au Sénégal. Il faut peut-être rappeler que la répression des crimes graves ou des crimes de droit international a été déjà réglée par notre droit interne. Depuis 2007, le code de procédure pénale et le code pénal ont été modifiés. Et aujourd'hui, si vous prenez les articles 431-1, vous verrez ces catégories de crimes tels que les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide et les crimes de guerre, parce que le Sénégal a voulu
dans une perspective également de se conformer au droit international, incorporer ces catégories d'infractions en droit interne. Cela signifie que les tribunaux de droit commun seraient compétents dans cette perspective, si tant est que les faits dont il s'agit seraient des faits susceptibles de revêtir une qualification. Justement, c'est la question que je vous pose, parce que ça demande un travail de fond pour qualifier ces faits. Alors, ce qui est quand même important, c'est que en droit international, la question des crimes graves sont déjà réglées. Par exemple, si vous prenez le statut de Rome, on a catégorisé. Or, quand vous regardez la loi d'amnistie au Sénégal, on parle de faits susceptibles de revêtir une qualification criminelle et délictuelle. Le législateur n'a pas visé des catégories d'infractions. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, tant qu'il n'est pas démontré, parce que les faits peuvent être établis, mais il faut que ces faits soient démontrés. Et une fois que ces faits sont démontrés, que leur qualification aurait justement de nature grave et que serait qualifiable de crime de droit international, à partir de ce moment, les deux leviers sont là, parce qu'il faut éviter l'individualisation des crimes. C'est que les tribunaux de droit commun sont compétents de par l'incorporation de ces types d'infractions dans notre droit, mais également les juridictions internationales. Mais il faut comprendre que l'intervention des juridictions internationales obéit deux principes. Principe de subsidiarité et principe de complémentarité. Cela veut dire quoi? C'est à l'issue d'éventuelles poursuites, ou bien si les poursuites en droit interne viseraient à soustraire justement à certains auteurs, à partir de ce moment, les juridictions internationales peuvent être compétentes et jugées, parce qu'il s'agit d'établir des responsabilités individuelles. Mais sur cette question précise, c'est que pour éviter un peu une sorte d'imbroglio juridique, c'est de s'en tenir justement à la logique d'amnistie. Le droit international ne peut pas valider des amnisties, par exemple, qui porteraient sur des crimes de droit international, parce que la Constitution même l'a précisé. Des faits tenus pour criminels au sens du droit international sont des faits qui ne peuvent pas être amnistés. À partir de ce moment, aucune qualification ne peut être invoquée, parce que si vous l'invoquez et que vous ne le démontrez pas, à partir de ce moment, les faits dont il s'agit restent dans le sens de l'amnistie. C'est là où c'est intéressant de voir la réflexion sur ce plan-là. Parce que l'amnistie, je l'ai dit à un moment donné de mon intervention, c'est que vise les faits. Ce sont les faits qui sont visés. Donc, si maintenant, à l'issue justement d'une démonstration que ces faits auraient cette qualification, le droit interne l'a déjà réglé. L'application des articles 431 et suivant du code pénal réprime ce type d'infraction. Donc, à partir de ce moment, en réalité, ça devient un débat sans objet. Tout dépendra justement de la qualification qui serait donnée par rapport à ces faits-là. À quoi faut-il s'attendre sur ce point pour la suite, Maître Diallo? C'est-à-dire, il faudrait qu'on fasse une distinction. Parce que, vous savez, un procès pénal met en place diverses parties. C'est-à-dire, il y a le procureur qui exerce l'action publique, il y a la partie civile, n'est-ce pas, également, qui est là. Et dans la communication de certains hommes politiques, on a tendance à penser que les particuliers, n'est-ce pas, peuvent exercer l'action publique. Or, l'action publique ne relève que de la responsabilité du procureur. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la loi d'amnistie, il y a une disposition qui dit que cette loi ne préjudicie pas aux droits des tiers. Absolument. Or, les tiers ne peuvent recevoir qu'une réparation civile. Vous voyez? Donc, le tiers, quelle que soit l'action qu'il mènera, il ne pourra avoir qu'une réparation civile, c'est-à-dire des dommages et intérêts. L'action publique relève de la responsabilité du procureur de la République. En termes clairs ici, une présumée victime ne peut pas porter plainte. Non. Vous savez, quand vous dites porter plainte, ça veut dire que vous déclenchez l'action publique par la plainte. Oui. Vous voyez.
Or, s'il s'agit de faits, comme l'a dit le professeur, de faits déjà amnistiés, vous ne pouvez pas porter plainte pour des faits amnistiés, mais vous pouvez exercer l'action civile. Vous pouvez faire une procédure civile pour démontrer le dommage que vous avez subi et le lien de causalité entre ce dommage et les faits. Vous voyez? Et en ce moment, le juge peut vous octroyer des dommages et intérêts. Ça veut dire que la partie civile, de ce point de vue, est protégée. Maintenant, s'agissant des crimes imprescriptibles, il appartient au procureur de la République de déclencher l'action publique. C'est comme ça que ça doit marcher. Mais quand j'entends des gens dire, voilà, allez porter plainte parce que c'est cela... On a entendu Seydi Gassama dire qu'il va encadrer ces présumées victimes pour... Ça risque de créer du trouble dans ce pays. Je pense que ce genre de discours, il faut l'éviter, surtout venant des hommes politiques. Ça ne peut pas prospérer? Que les victimes déposent des plaintes devant le procureur pour déclencher l'action publique oui. Lorsque le préjudice qu'ils ont subi n'est pas lié à un crime ou un délit imprescriptible, cette plainte risque de ne pas prospérer. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons un État organisé. Il appartient au procureur de la République d'identifier, n'est-ce pas, les crimes et les délits imprescriptibles et d'engager les poursuites. Maintenant, pour tous les autres crimes et délits, n'est-ce pas, ils ont été effacés par la loi d'amnistie et s'il y a des personnes qui ont subi des préjudices lors de ces manifestations, il ne leur reste plus qu'à exercer la procédure civile pour recevoir réparation. Donc, oui, professeur? Oui, sur ce point, c'est très intéressant parce que si aujourd'hui, les faits dont il s'agit, ou même leur qualification aurait de nature grave, et serait susceptible d'être qualifié de crime de droit international, à partir de ce moment, en réalité, aucune immunité ne pourra être invoquée. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne impliquée dans la commission grave d'éventuelles infractions serait justement traduit soit devant les tribunaux internes ou devant même ceux qui ont brûlé des bus, ceux qui ont en tout cas attenté à la vie de Thiers, où on a vu l'attentat du bus. Oui, c'est pourquoi je disais que tout dépendra de la qualification. Même ceux-là ne sont pas protégés? Tout dépendra de la qualification de ces faits. Parce que le droit international est formel sur la question de la répression des crimes graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. C'est pour cela, dès lors que ces faits ont de cette nature, il y a justement une obligation de poursuite de la part des États. D'ailleurs, même quand des autorités, soit en exercice ou d'anciennes autorités, vous verrez que c'est le défaut de pertinence de la qualité officielle. Quel que soit justement le rang que vous occupez, si ces faits sont revêtis, sont susceptibles d'être revêtis de cette nature, en réalité, le droit international pénal va s'appliquer en termes d'établissement de la responsabilité individuelle dans la commission d'éventuels d'actes qualifiables de cette nature. Donc, en termes clairs, c'est au procureur d'agir. S'il n'agit pas, les victimes peuvent aller saisir les juridictions internationales. Alors, quand vous regardez un point intéressant, la loi d'amnistie, en son article 5, version 2024, interdit même aux autorités de police judiciaire de citer ou de faire référence à la loi d'amnistie dans un dossier. Absolument. Alors, si les faits sont susceptibles justement d'être qualifiés, c'est très important la démonstration de ces faits-là pour parvenir à retenir cette conclusion-là, parce qu'il ne suffit pas uniquement de l'invoquer. Maintenant, si les victimes, après ce travail de démonstration, considèrent que ces faits peuvent avoir cette qualification de crime grave au sens du droit international, à partir de ce moment, le statut de Rome offre des possibilités par rapport à la saisine, mais également le procureur même de la CPI peut s'autosaisir. Et à partir de ce moment, on appliquera justement le droit international pénal. C'est pour cela qu'il faudra, de mon point de vue, être extrêmement prudent sur la prise de position d'éventuels sur la question, parce qu'aujourd'hui, il me semble que cette question est extrêmement complexe. Ah oui? Et peut-être seule une abrogation pourrait régler la question. Ah oui? Je ne pense pas, avec la subsistance de la loi d'amnistie 24,
qu'on puisse, à mon avis, parvenir à démontrer suffisamment que ces crimes relèveraient des crimes de droit international. Professeur, une abrogation de la loi. Maître Diallo, oui, réplique. L'abrogation de la loi d'amnistie va se faire par une autre loi. Or, la loi n'a d'effet que pour l'avenir. Même si aujourd'hui on abrogeait totalement la loi d'amnistie, je ne pense pas que cette loi abrogative puisse avoir des effets rétroactifs. Vous voyez, au regard de l'article 9 qui interdit l'application. Parce que cette loi abrogative, au sens même du raisonnement du Conseil constitutionnel, serait considérée comme une loi pénale plus sévère. C'est là où l'enjeu de la démonstration des faits visés par la loi devient intéressant. C'est pourquoi, si aujourd'hui des éléments ou d'autres éléments sont mobilisés, à partir du moment où cela déborde le champ de l'amnistie pour atterrir sur le champ du droit international en termes de crimes graves, à partir de ce moment, l'action publique, la possibilité pour les victimes de saisir les juridictions nationales internationales et de droit. Maintenant, c'est pour éviter un peu la confusion générale autour de la compréhension sur la nécessité de dire aujourd'hui est-ce que les victimes peuvent porter plainte, est-ce que les juridictions nationales seraient éventuellement compétentes, parce que à partir du moment où la qualification n'est pas établie, on est dans une situation assez complexe. Vous savez, la vérité. Maître Djibi Diallo, peut-être une question, on va évoluer un peu. Est-ce que les partisans de la loi peuvent tenter d'autres voies juridiques pour peut-être passer outre? Mais vous savez, moi j'avais dit au départ... Bien avoir les mêmes effets? J'avais dit au départ, parce que quand j'ai entendu les arguments invoqués, qui consistaient à dire que le Sénégal avait signé des traités internationaux, qui excluent du champ d'application de la loi d'amnistie certains crimes et certains délits, moi j'avais dit qu'il n'était pas nécessaire de faire voter cette loi. Parce que la signature de ces traités internationaux et leur ratification fait que ces traités internationaux rentrent dans notre ordre juridique, dans notre système juridique. Il suffit juste de les appliquer. Donc il s'agit, à mon avis, d'une loi superfétatoire dont on n'avait pas besoin. Vous voyez. Donc, pour venir à votre question, est-ce qu'ils peuvent poser des actes qui leur permettent d'avoir les mêmes effets? Non, je ne pense pas. Le Conseil constitutionnel a dit que nous avons signé des traités internationaux qui rendent imprescriptibles un certain nombre de crimes et délits. Et il les cite. Le Conseil constitutionnel les cite en disant les actes de... Attends, je regarde. L'assassinat, le meurtre, le crime de torture, les actes de barbarie, les traitements inhumains, cruels et dégradants. N'est-ce pas? Il dit que ces actes-là ne peuvent pas être amnistiés. Vous comprenez? Et nous avons ratifié les traités qui sont relatifs, n'est-ce pas, à l'interdiction de la possibilité d'amnistier des faits de ce genre. Ce qui fait que, bon, l'objectif qu'ils ont poursuivi au regard du texte de la décision du Conseil constitutionnel, c'était quoi? C'était d'exclure ces faits-là, n'est-ce pas, du champ d'application de la loi d'amnistie lorsque ces faits sont relatifs à l'exercice d'une liberté démocratique ou à l'exercice d'une liberté publique. Et le Conseil constitutionnel a dit que ce n'est pas possible parce que ces dispositions-là, ce sont des dispositions intangibles de notre Constitution. Donc moi, je pense que il ne s'agit pas de chercher les mêmes effets, moi, à mon avis. Il s'agit aujourd'hui d'être des républicains, d'être des hommes d'État. Le Conseil constitutionnel a rendu une décision. Je pense que c'est la victoire de l'État du Sénégal. Très bien. Alors, Moustapha Fall, docteur Moustapha Fall, peut-on dire que cette décision fragilise davantage le pouvoir exécutif dans un contexte où la tension de rupture, on attend vraiment une rupture institutionnelle forte, des ruptures institutionnelles fortes? Est-ce que ça fragilise l'exécutif? Bon, il me semble quand même, dans une histoire de droit, la décision de justice ne doit pas être spectaculaire. Moi, je ne suis pas pour une justice où chacun crie vainqueur. Moi, je suis plus dans une logique de dire,
est-ce que cette décision consolide notre état de droit, la démocratie? Et je pense que c'est le cas. Ce qui est intéressant, c'est que ce soit l'opposition ou le pouvoir, dès lors que la justice se prononce, l'idée de base, c'est d'accepter la décision. Parce que l'acceptation de la décision des juges renforce leur légitimité dans une démocratie. Mais s'il est avéré que des objections ou des critiques sont faites à l'égard des juges, généralement, ça peut justement fragiliser la justice. Maintenant, du point de vue du pouvoir exécutif, de toutes les manières, nous sommes dans un système institutionnel où le Conseil constitutionnel cohabite avec le Parlement, le pouvoir exécutif, et donc il est loisible qu'il arrive souvent que le juge constitutionnel puisse intervenir pour arrêter, voire même stopper justement quelques dérives qui seraient notées dans la procédure législative. Mais je crois que c'est le propre de la démocratie. Et donc il n'y a pas de risque de fragilité ou risque même de ce que j'appelais de se sentir vaincu. Non, pas du tout. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ces nouvelles autorités prennent la décision d'enlever ce Conseil constitutionnel, de le remplacer par une cour? Bon, l'idée a été agitée. Oui, le président de la République, il me semble, la tentation est là, a évoqué l'idée de création d'une cour constitutionnelle. Alors, est-ce que l'intervention ou la création d'une cour constitutionnelle serait liée à ça? Je ne pense pas, parce que c'est une réforme peut-être annoncée, mais bon, l'appellation quand même, la doctrine semble être divisée, parce que vous pouvez avoir des conseils constitutionnels qui ont des allures de véritables juridictions constitutionnelles. Parce que ce qui fait un peu le juge constitutionnel ou l'organe, que ce soit cour constitutionnelle, comme la France par exemple, non? Oui, c'est les pouvoirs qui leur sont reconnus. Que les juges jouent leur rôle. Le juge, même le caractère juridictionnel même de son intervention en termes de possibilité d'avoir ce qu'on appelle principe de contradictoire, la publicité des audiences, la possibilité pour les avocats de plaider, la composition aussi de la juridiction, ces instruments peuvent lui donner, quelle que soit la dénomination, une allure de juridiction constitutionnelle. Parce qu'après, vous pouvez avoir des cours constitutionnels qui n'assumeraient pas forcément leurs obligations de rempart contre les dérives démocratiques. Et donc, je pense que l'idée, ce sera la composition, la procédure et les mécanismes qui sont prévus. Parce que, par exemple, dans notre droit interne, les citoyens ne peuvent pas directement saisir le Conseil constitutionnel. Il faut attendre l'arrivée à la Cour d'appel ou à la Cour suprême pour pouvoir exciper, soulever des questions de droit constitutionnel, liées en tout cas aux droits fondamentaux. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important, comme beaucoup de pays le font, d'instituer une sorte d'amparo. Donner la possibilité à tout citoyen, dès lors qu'il est question qu'une violation des droits de l'homme est avérée, de pouvoir, des droits fondamentaux, j'allais dire, protégés par la Constitution, de saisir le Conseil constitutionnel. Et ça permettrait de voir le Conseil constitutionnel avec une nouvelle casquette, au-delà de la casquette politique, avec les questions politiques, les questions électorales, de voir par exemple le Conseil constitutionnel s'occuper des questions de droits de la famille, s'occuper des questions de liberté syndicale, beaucoup de jurisprudence, s'occuper des questions de droit fiscal, l'égalité à l'impôt, etc. Donc je pense que la constitution sociale, elle est là. Si aujourd'hui on permet aux citoyens d'exercer ces droits fondamentaux, ça peut donner une nouvelle allure au Conseil et de le voir beaucoup plus s'occuper, j'allais dire, beaucoup plus être intéressé par les politiques. Alors on va avancer un peu, alors que le Conseil constitutionnel affirme son autorité. Une autre actualité secoue les institutions. L'ancien ministre de la Justice, le professeur Ismaël Madior Fall, est visé par une procédure devant la Haute Cour de justice pour des faits présumés de corruption portant sur 50 millions. Plus grave, le mis en cause, le professeur Fall, on l'a entendu accuser l'actuel ministre de la Justice, Ousmane Diagne, donc d'être à l'origine de cette offensive judiciaire. Quelle lecture juridique, Maître Diallo, avocat à la Cour? Sur ce fait-là, je n'ai aucune lecture juridique. Parce que déjà, mon statut m'interdit de parler de cette affaire. En plus, je suis très ami avec Ousmane Diagne. Donc, franchement, je n'ai aucune lecture. Je ne suis pas constitué dans ce dossier. Je n'en sais absolument rien. Tout ce que je vois, c'est que je vois le professeur Madior Fall en train de parler sur les réseaux sociaux. Non, mais je peux peut-être à la télé. À la télévision, oui. Je peux peut-être... Est-ce que ça rentre dans le cadre de la reddition? Une affaire de corruption,
je ne crois pas que ça rentre dans le cadre de la reddition des comptes. Et s'agissant d'une corruption, je pense que quand on parle de corruption, il y a la corruption active et la corruption passive. Donc, vraiment, je ne peux pas rentrer dans le fond de cette affaire. Quelle est la portée de ces accusations croisées, entre autres, entre nouveaux et anciens ministres de la Justice, garde des Sceaux, sur la crédibilité de notre système judiciaire, professeur Fall? Alors, je dois avouer quand même que nous avons assisté à le déferment, j'allais dire, des ministres, d'anciens ministres qui sont déférés devant la Haute Cour de justice. Mais pour le département de la justice, je crois que la tentation, c'est qu'aujourd'hui, il y aurait une incompréhension au niveau global, parce que pour la première fois, un ancien garde des Sceaux fait l'objet d'accusations dans un département qu'il a occupé. Mais je pense que pour cette question-là, l'essentiel, c'est d'éviter une justice des médias, parce que quand les faits sont révélés par la presse, sans que la personne concernée ne soit notifiée des faits, ça peut donner une allure d'instrumentalisation. Parce que l'enjeu, c'est juste de rester dans une logique de garantir l'indépendance de la justice, de veiller à ce que l'image de la justice ne soit pas décriée et que la justice puisse exercer la mission qui lui est confiée. Il est clair que dans ces genres de situations, l'enjeu, c'est de voir la suite qui sera donnée à cette affaire-là. Mais je pense qu'il est fondamental de veiller à ce que l'instrument judiciaire, le pouvoir judiciaire ne puisse pas faire l'objet de fragilisation. Est-on en train, professeur, d'assister à une instrumentalisation de la justice, ou est-ce un signe de redevabilité? Quel regard jetez-vous plus globalement sur la reddition des comptes? Alors, je pense que la reddition des comptes, ce n'est pas une question nouvelle. Le principe est affirmé même dans la déclaration de 1789 en réalité. Les citoyens ont le droit de demander des comptes aux agents de l'administration. Le principe est que, de mon point de vue, la justice, lorsqu'elle nous permet de récupérer des milliards, à mon avis, il faut s'en féliciter. En revanche, lorsque la justice devient un instrument pour traquer, un instrument pour liquider, un instrument pour, en tout cas, parvenir à certains faits, ça peut être inquiétant. Mais qu'est-ce que vous avez vu depuis que on a commencé à traire certaines personnes devant peut-être le pôle judiciaire ou en tout cas devant la justice? Qu'est-ce que vous avez senti en tant que juriste? Bon, peut-être il me sera très difficile d'exprimer un sentiment parce que, comme vous savez, dans la posture scientifique, il est recommandé... Qu'est-ce que vous avez compris donc? Voilà, il est recommandé la neutralité axiologique. Alors moi, je n'ai pas de préférence. Comme je vous l'avais dit, moi je ne suis pas pour la justice des vainqueurs ou la justice de duel ou la justice j'allais dire, des médias. C'est que je pense que dans ces genres de situations, il est préférable que les garanties du droit à un procès équitable soient respectées, parce que l'équité du procès, c'est ça qui crédibilise un système démocratique. Parce qu'aujourd'hui, partout à travers le monde, en réalité, les pays sont obligés, par exemple dans le cadre des procédures internes, de prévoir partout des voies de droit, des voies de recours, c'est-à-dire qu'un citoyen puisse, à chaque fois que c'est nécessaire, puisse exercer des voies de recours jusqu'à leur épuisement. Du point de vue également international, on a vu que de plus en plus les juridictions internationales sanctionnent sévèrement le non-respect à un procès équitable. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un parquet qui est le maître des poursuites également, qui procède à la poursuite des infractions, il faut veiller à ce que... On a vu dans le cadre l'affaire Karim Wade et l'affaire Khalifa Sall. Oui, c'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui, je pense qu'il y a quelques juristes qui commencent à s'inquiéter par rapport même
à la Cour de justice, la haute cour qui va juger les ministres cités. Pourquoi? Oui, parce qu'il y a au moins 2 dispositions peut-être qui seraient problématiques. C'est l'article 23 de la loi organique et l'article 35, parce que ces 2 dispositions renvoient à l'impossibilité d'introduire une voie de recours. Parce que, par exemple, pour l'article 23, les actes de la commission d'instruction ne sont pas susceptibles d'appel. L'article 37 également, les arrêts rendus par la haute cour ne sont pas susceptibles d'être frappés d'appel ni de cassation. Seule la voie de révision est possible. Mais ça, du point de vue quand même... Ne garantit pas un procès équitable. Ça porterait atteinte même à l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme. Il y a également, professeur, la composition même de la haute cour. Vous allez réagir, vous le laissez terminer. Juste sur ce point, vous revenez. Donc je voulais juste quand même attirer l'attention qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on sauvegarde les principes du droit à un procès équitable. Parce que les garanties d'un procès équitable, c'est d'abord la présomption d'innocence, le secret de l'instruction, le droit d'être jugé dans des délais raisonnables, le droit d'avoir accès à un avocat. Il ne faut pas que ces principes soient bafoués, parce qu'aujourd'hui, quand même, on est dans un contexte international où, en réalité, les États sont pris entre 2 feux, les juridictions nationales et les juridictions internationales, et donc il y a une obligation. C'est pourquoi d'ailleurs il y a une affaire que nous avons regardée de par nos recherches qui a montré qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal devrait regarder davantage le respect de ce principe. Par exemple, la loi organique relative à la Cour suprême du Sénégal, en son article 109, la CEDEAO, en 2023, avait même sanctionné la commission chargée de statuer sur les indemnisations des personnes victimes de longue détention, parce qu'il y avait des recours qui ont été introduits et le recours a été rejeté par cette commission, parce que l'article 109 dit la commission peut ne pas motiver, mais aussi les décisions ne sont pas susceptibles d'appel. Donc je pense qu'il faut veiller à ce que l'équité du procès, c'est très important, que les garanties du droit à un procès équitable puissent être observées pour éviter d'éventuellement des condamnations. Sur la haute cour de justice, Maître Ibi Diallo. Donc je dirais que la haute cour de justice a une composition politique. Parce que la plupart des membres qui vont juger, c'est des députés. Il y a des magistrats. Hein? Il y a des magistrats, mais la composition est une composition politique. Maintenant, avant d'accéder à la haute cour de justice, il y a la commission d'instruction. Vous savez, j'ai eu à gérer le dossier de Idrissa Seck dans le cadre des chantiers de Thiès. Donc il y a la commission d'instruction qui est composée exclusivement de magistrats. Mais s'agissant de la haute cour de justice, pour moi, c'est une juridiction politique, tout court. Maintenant, pour la reddition des comptes, moi je pense qu'il faut faire la part des choses. C'est l'affaire le ministre de la Justice, comment il s'appelle encore, l'ancien ministre de la Justice,